Les vraies voix Sud Radio. Moi, mes lapins, je veux les voir courir, bondir. J'ai plus de pognon, j'ai pas de travail. T'as plus de travail? Il va bondir. Ce qu'il faut, c'est lui bondir dessus. Un bon à droite, un bon à gauche. C'est la bonne tactique. Si tu travailles. Je veux dire une chose qui va te faire bondir. Tu vas te tuer au travail. En le regardant rebondir dans tous les sens. Te tuer au travail. Rebondirai. Il y a d'autres moyens dans la vie. Bien. Il est temps de se mettre au travail. Passons au travail suivant. Et bienvenue dans cette chronique des rebondisseurs. Chaque mercredi, justement, c'est un coup de projecteur sur l'association Les Rebondisseurs, des chefs d'entreprise qui, après un ou plusieurs échecs, ont rebondi. Et on est ravis, comme chaque semaine, de les accueillir sur notre antenne avec Philippe David. Ce soir, nous sommes en compagnie de Flavien Denecher. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, enchanté, merci beaucoup de l'accueil. Vous êtes cofondateur de SameBrain.fr, une toute nouvelle agence qui travaille sur la stratégie de marque. Flavien n'est pas nouveau dans le métier puisqu'il a eu déjà plusieurs expériences de création de sociétés dans ce secteur. Et on va revenir sur votre carrière, forcément Flavien, pour comprendre à quel moment vous avez rebondi et qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour essuyer un échec ou voire plusieurs. Alors, ma carrière a commencé avec la création de l'agence Blackwood. C'était en 2013 de mémoire, j'avais 21 ans. Oui. Donc, c'était la création de ma première structure. Donc, c'était une agence de design aussi. S'avérait être que cette agence a plutôt bien fonctionné. Hein. Dans l'idée, on faisait bien notre travail. Mais malheureusement, je suis pas un businessman, je suis plutôt un créatif. Donc, petit problème de gestion d'entreprise. Voilà, on était très fiers de faire notre travail, on le faisait très bien, mais malheureusement, l'administratif, c'était pas trop notre truc. Donc malheureusement, on s'est fait rattraper. On a dû mettre cette structure en liquidation. Et tout de suite, j'ai décidé de rebondir. Bon, j'ai quand même eu des expériences en freelance, on va dire, dans mon coin en tant que consultant. Mais j'ai tout de suite voulu rebondir. Pourquoi ? Parce que la problématique de cette première structure était pas liée à mon métier. C'est un métier que je fais avec passion depuis plusieurs années, depuis très longtemps. Et l'idée, c'est que vu que c'est pas mon métier qui pêchait, mais plus le fait de mal gérer la structure qui a fait qu'on a arrêté, ça m'a pas démotivé. Donc il y a vraiment cette idée de vouloir continuer à avancer et de prendre cette expérience qu'on appelle un échec. Moi, j'appelle ça une expérience. Bien sûr. Cette expérience comme un apprentissage en fait pour continuer à avancer et essayer d'autres choses quoi. Et vous avez continué l'entrepreneuriat. Ça rappelle une citation de Nelson Mandela qui est arrivé au pouvoir il y a 29 ans aujourd'hui. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et vous avez appris de votre premier échec pour rebondir. Exactement. C'est vraiment ça le principe. Et puis j'ai essayé, je me suis mis dans d'autres domaines parce que par la suite j'ai eu l'opportunité de pouvoir créer un site e-commerce où je vendais des spiritueux en ligne français. J'ai essayé aussi de me mettre dans le média parce que j'avais lancé avec un ami un média qui était spécialisé en musique électronique. Ouais. Là récemment, je me suis mis dans la création d'une petite marque de streetwear. En fait, j'essaye d'être un peu touche à tout. Pourquoi ? Parce que je pars du principe que si j'arrive déjà par plaisir d'entreprendre, hein, ça c'est vraiment la base, mais aussi pour essayer de comprendre mes clients. Mon activité première, ça reste la communication, ça reste le conseil en communication, en stratégie et design de marque. Donc, si je me mets à leur place à un moment donné, je serais peut-être de meilleurs conseils pour eux. Donc, c'est vraiment cette idée-là qui m'a motivé. Flavien Denecher, vous dites que vous êtes sorti de l'école à l'âge de 16 ans, donc vous n'avez pas fait de longues études. Rentrer dans l'entrepreneuriat. Grande dame de mes parents. Oui, j'imagine. Et rentrer justement dans la vie active avec le recul. Est-ce que le début serait un petit peu différent, forcément ? Sur mon métier, je peux pas dire, je pense pas. Sur mon métier à proprement parler, je pense pas parce que ça reste quelque chose qui s'apprend sur le tas et c'est en pratiquant qu'on apprend et qu'on gagne de l'expérience. Par contre, effectivement, sur la partie rigueur, gestion d'entreprise, administratif, comptabilité, effectivement, sur cette partie-là, je peux pas le nier, ça m'aurait aidé. Oui. Est-ce que les clients que vous avez eus dans cette première entreprise, est-ce qu'ils vous ont lâché ? Est-ce qu'il y a certains qui vous ont suivi ? Ah bah c'est du business, hein, ils m'ont tous lâché. Hein. Heureusement, j'ai des clients qui sont restés fidèles et qui continuent à travailler avec moi sur cette nouvelle structure qui est SameBrain. Donc, je suis ravi de ces collaborations-là à long terme. Et c'est ça qui est important aussi. Est-ce que quelque part, le Flavien Denecher d'aujourd'hui à la tête de SameBrain, c'est le même qui était à Blackwork, mais avec de l'expérience, et ça, l'expérience, ça n'a pas de prix? Alors, sur la première structure, je vous avoue, on était plutôt des créatifs, on était plutôt des artistes. Donc, je dirais non, parce que je suis un peu plus mesuré aujourd'hui.
Et j'ai plus la réalité, on va dire, de la vie et de me dire que effectivement, faut quand même se construire, faut qu'on soit quelque chose de pérenne et qu'on est là pour aussi, entre guillemets, grossir et avoir des gens avec nous. Pas dans l'idée de gagner plus d'argent, hein, c'est pas ça le propos, mais c'est le propos de créer des belles histoires avec des gens. Je pense qu'on se construit aussi avec son entourage et avec les gens qui sont avec nous dans nos projets. D'où aussi le fait que j'ai rejoint les Rebondisseurs, parce que c'est une communauté et je pense que le travail et l'entrepreneuriat, c'est lié à ça aussi. Absolument. Voilà, c'était positif. Merci beaucoup Flavien Dennecher d'avoir été avec nous de cette association, bien entendu. C'est déjà fini. Oui, c'est déjà fini, je suis déçu. Je voulais rester avec vous, moi. Et la prochaine fois, vous venez avec nous dans le studio, vous prendrez un petit peu plus de temps. Avec grand plaisir. Merci, avec grand plaisir. Vous serez le bienvenu. Merci d'avoir été avec nous cette rubrique des Rebondisseurs. Dans quelques instants, on va parler des forêts de France avec des spécialistes. Et je peux vous assurer qu'il y a du travail pour préserver ces belles forêts. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue dans les vraies voix responsables. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h. Ça va, Philippe? Très bien, et vous? Oui, écoutez, très bien. Allez, au sommaire de cette émission, forêt française. Quel avenir face au changement climatique? Le changement climatique fragilise ou menace 30% des forêts. L'année 2022 a été marquée par des feux de forêt hors normes. En septembre 2022, la superficie brûlée est de 61 921 hectares en 2022 contre 9 117 en moyenne entre 2006 et 2021. La forêt au cœur de la sauvegarde de l'environnement. L'ampleur exceptionnelle des feux de forêt en 2022 a relancé les débats sur la sauvegarde des forêts en France. Face notamment aux incendies et aux canicules, la forêt est confrontée à différents types de problèmes. Véritable écosystème, elle tient pourtant une place centrale dans la sauvegarde de l'environnement. Et puis un changement de modèle nécessaire peut-être face aux menaces qui pèsent sur cette forêt. C'est poser la question sur sa fonctionnalité et multifonctionnalité. Comment concilier la protection de l'environnement avec les enjeux économiques face à une demande croissante en produits issus de bois et d'énergie renouvelable. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix responsables. Les vraies voix Sud Radio. Et nos invités pour en parler, Nicolas Imbert est avec nous, président de Green Cross France et auteur de ce livre Plaidoyer pour un monde plus durable aux éditions publiées David Reinhardt et éditions. Et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci beaucoup. Et Éric Fabre est avec nous. Éric Fabre, secrétaire général et fondateur de l'association Francis Allais pour la forêt primaire. Bonsoir Éric Fabre. Bonsoir à vous. Et bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir, merci d'être avec nous. Pour qu'on comprenne bien, d'abord peut-être Éric Fabre sur ce qu'est une forêt. On parlait dans notre teasing tout à l'heure, on évoquait cette forêt primaire. Qu'est-ce qu'une forêt primaire déjà ? Une forêt primaire, c'est une forêt qui a développé l'ensemble des cycles de ce qu'on appelle la sylvigénèse, c'est-à-dire une forêt qui, à partir de sa naissance, d'abord était une forêt composée d'arbres que l'on dit pionniers, puis post-pionniers, et puis ces arbres tombent, meurent, d'autres arbres arrivent, et une forêt secondaire se constitue, elle-même remplacée par la fin de cette sylvigénèse, une nouvelle forêt, de nouveaux arbres qui naissent et une canopée qui se ferme. Cette forêt, elle a développé toute sa genèse, ça prend plusieurs siècles. Dans une zone tropicale, si vous partez d'un sol nu, c'est 1000 ans. Dans nos zones tempérées, comme il y a des saisons où il n'y a pas évidemment de développement de l'arbre, c'est disons 600 ou 700 ans. Et en plus, c'est une forêt dans laquelle on a l'ensemble de la faune, de la grande faune. Parce qu'on oublie souvent de rappeler qu'une forêt, c'est un écosystème végétal et animal. Oui, on va parler du fongique, des champignons, etc. Voilà ce que c'est qu'une forêt primaire. C'est une forêt dont la canopée est fermée et qui a pu se développer tout au long des siècles, complètement sur tout son cycle. Sans la main de l'homme, c'est ça la différence. Alors, oui, il n'y a pas d'intervention humaine, mais il faut nuancer le propos. Il y a eu de la présence humaine, de toute façon, dans les forêts depuis le début, puisqu'il n'est pas inutile de rappeler que nous descendons de l'arbre, que nous venons de là. Que si nous sommes conformés comme nous sommes, c'est parce que nous sommes descendus, et remontés et descendus. Mais il y a eu des civilisations, même très importantes, dans des milieux qui sont aujourd'hui redevenus des forêts primaires, parce qu'après cette occupation humaine, il y a eu plusieurs siècles où de nouveau la nature a pu reprendre son cycle, de la même façon qu'il y a des populations qui vivent dans des forêts de type primaire, mais sans activité prédatrice, évidemment. Mais Nicolas Imbert, pardon.
Voilà, pour donner cette définition, je voulais m'en tenir à ce niveau de généralité. Nicolas Imbert, la dernière forêt primaire française, elle a disparu en 1850. Aucun de nous n'était né, ça c'est sauf peut-être Cécile. Oui, de bien sûr, justesse. c'était né depuis 10 ans. Quelle est la situation de la forêt française justement dans ce domaine ? Eh bien, je crois que le mot qui convient de dire, c'est que la forêt française est globalement à risque. Ça a été rappelé, et on l'a très très bien compris du propos introductif et de l'intervention qu'on vient de vivre. Fabre, oui. La forêt primaire, on va la retrouver dans les Outre-mer. Et c'est assez symbolique, parce que d'une manière générale, la forêt française est l'un des deux poumons qui permet à l'humanité de tenir. L'autre poumon étant le littoral et l'océan. Et dans les risques qui menacent la forêt, on va retrouver les mêmes risques que ceux qui menacent notre humanité. La question de la sécheresse et du stress hydrique est très impactante sur la forêt. Juste un rappel, mais 50% des forêts métropolitaines sont soumises au risque incendie élevé avant 2050. Ce sont des statistiques du ministère de l'Environnement. Et le deuxième risque, on se souvient tous, quand on a découvert les pluies acides à la fin des années 90 et au début des années 2000, eh bien aujourd'hui, ce sont les oxydes d'azote, ce sont en fait les vestiges de la pollution automobile et des autres activités humaines qui menacent nos forêts et qui font que l'un des deux poumons de la planète est saturé de cette pollution excessive. Et au final, face à ceci, on a quelque chose qui est assez symbolique. C'est qu'on a besoin de réintroduire, et c'est un besoin vital, les forêts au cœur de la ville pour lutter contre les îlots de chaleur, pour amener de la biodiversité. Également, il faut le dire, pour changer le regard des citadins et des initiatives comme la forêt qui se mange à Dunkerque. L'exemple est suffisamment significatif pour parler de lui-même, sont symboliques, pour arriver à ressortir de ce mauvais état. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on a les solutions, et les solutions qui régénèrent la forêt sont des solutions qui vont nous permettre, allusion à mon bouquin, de repenser la planète, mais qui régénèrent aussi et qui vont apporter un nouveau bol d'air à l'humanité. Éric Fabre, si on fait aujourd'hui un constat de la forêt française, on en est où ? On sait qu'elle est menacée pour un gros pourcentage. Aujourd'hui, on en est où ? Oula, bien avant, disons, les enjeux du changement climatique, la forêt française, elle est menacée surtout par la politique de gestion qui a été menée sur elle depuis fort longtemps. Il faut savoir que la forêt française, c'est une forêt de faible naturalité. Les arbres sont petits, ils sont jeunes. On est dans une forêt secondaire extrêmement gérée, trop gérée. Et là, ça me permet de dire que sur le fond, c'est pas le changement climatique qui menace les forêts. Il faut rappeler que les forêts sont apparues sur notre planète il y a 350 millions d'années. Le Homo sapiens, c'est 300 000 ans. Donc, un petit peu de modestie. Je veux dire que l'homme est vraiment complètement centré sur son propre nombril. Le changement climatique, les forêts en ont connu des dizaines. Et les forêts se sont adaptées. Et s'il n'y avait qu'un problème de modification du climat qui ne soit pas dû à l'intervention humaine, les forêts s'adapteront. Et d'ailleurs, la principale solution aujourd'hui au problème des forêts et donc au problème de la crise climatique et de la crise de biodiversité, la principale réponse, c'est la forêt elle-même. Quand on lit les rapports du GIEC, quand on lit les rapports de l'IPBES, qui est l'équivalent biodiversité du GIEC, quand on lit les rapports de l'Europe, de l'Agence européenne de l'environnement, la phrase clé, c'est la seule réponse de long terme à la double crise climatique et de la biodiversité, ce sont les vieilles forêts en libre évolution. Pourquoi ? Parce que contrairement à ce que pense Elon Musk, c'est pas avec effectivement du numérique, etc. qu'on va se. C'est avec plus d'absorption de carbone. Qui absorbe le carbone ? Bien sûr, les océans, mais les forêts. Et les vieilles forêts absorbent encore plus de carbone, tout simplement parce qu'il y a une surface foliaire plus importante que les autres. Les vieilles forêts stockent le carbone. Et comme ça vient d'être dit, les vieilles forêts ont un rôle sur la diversité, sur la pureté de l'eau, sur la formation des sols, sur le climat, bien entendu. Donc, la solution pour les forêts, on y reviendra sans doute, c'est les forêts elles-mêmes. Oui, c'est laisser croître des forêts, laisser pousser les forêts. Et s'il faut, évidemment, réfléchir à notre rapport au bois et à l'arbre, alors il faut poser la question globalement. De quel bois on a besoin ? De quels arbres on a besoin pour ça ? On en parlera. Et
Voilà. Les solutions, avoir une réflexion de fond sur notre rapport à l'arbre. C'est les solutions qu'on pourra apporter. Vous vouliez intervenir, Nicolas Humbert voulait réagir, oui. Il y a quelque chose de très paradoxal, c'est que depuis l'après-guerre, on a appliqué les mêmes mauvaises recettes de l'économie linéaire de la France, du Concorde, du Minitel et des centrales nucléaires à la forêt que à notre industrie. On est extrêmement pauvre en termes de diversité d'espèces. Il faut penser que sur la forêt en France métropolitaine, on a 190 espèces à l'inventaire forestier. Juste pour info, si on intègre les outre-mer... Il en existe combien vraisemblablement, il en existe de l'ordre de 10 000. Mais surtout, il suffit d'intégrer les outre-mer à l'inventaire forestier, on passe de 190 à 1800. Donc on voit tout de suite la diversité. La forêt qui a été reconstruite dans les Landes est une forêt en fait quasiment de monoculture. On pourrait dire la même chose des forêts alpines, même si les forêts alpines sont plutôt issues de l'époque napoléonienne. Et aujourd'hui, ce qu'on sait faire, c'est faire de l'agroforesterie, faire de l'agriculture régénérative sous couvert forestier et au final s'inspirer de la forêt primaire et des bonnes recettes où à tous les étages on est capable d'avoir des techniques productives, de restaurer de l'humus, de capter de l'eau dans les sols et d'arriver au final à avoir des forêts qui sont des remparts contre les îlots de chaleur, une forêt qui effectivement à l'échelle de la forêt et à l'échelle du temps long dont nous parlions tout à l'heure est capable de vraiment se poser. On a appris il n'y a pas longtemps d'ailleurs, même si on le savait intuitivement et si les peuples premiers nous l'ont toujours dit, que les arbres et les forêts avaient un langage et une capacité à communiquer localement et au-delà du local. Et cette forêt régénérative est quelque chose qui nous aide à lutter contre le dérèglement climatique. Maintenant, c'est effectivement des techniques compliquées, où on mélange de la science, des savoirs traditionnels et une grande diversité de techniques variétales. Une forêt qui aujourd'hui est parsemée entre des propriétaires privés qui sont extrêmement nombreux, qui souvent ne se rendent même plus compte qu'ils sont propriétaires d'une partie de forêt. 10% qui sont administrés par l'État, mais pas du tout à la hauteur des enjeux. Et on vient encore de se prendre aujourd'hui un énième rapport du Conseil d'État qui enjoint le gouvernement et qu'il met en demeure sous un an d'apporter des vraies solutions au dérèglement climatique. Et 20-25% de forêts qui sont à la main des collectivités locales, où là on a un énorme potentiel pour aller vite et bien. Et il y a quelque chose de très encourageant, c'est l'appétence des citoyens pour adopter un arbre et pour s'engager à contribuer à un meilleur rapport avec la forêt, y compris avec leurs mains, y compris avec leurs pieds. Et Eric Fabre, quand on prend un petit peu de hauteur sur l'Europe, est-ce qu'on a un pays aujourd'hui bon élève, meilleur élève que nous? Est-ce que notre façon de gérer les forêts, on a bien compris que c'était un petit peu compliqué. Est-ce qu'on peut prendre modèle sur un pays? Non, il reste en Europe une forêt primaire qui est celle de Bielorussia en Pologne, dont la partie européenne au sens de l'institution européenne est extrêmement menacée en ce moment et avec un cœur en libre évolution qui est d'une superficie très faible et beaucoup plus faible que celle que nous voulons avec notre projet de l'association Francis Allais faire renaître chez nous en Europe de l'Ouest qui serait de l'ordre de 70 000 hectares en zone cœur, en zone de libre évolution. Des modèles, il y a des contre-modèles, je dirais, avec les pays du Nord qui sont des pays d'industrie forestière et M. Humbert a évoqué tout à fait ces questions. Il faut poser la question par rapport à la forêt d'une manière un peu générale qui est de notre rapport à la nature. On a des pays qui ont des rapports avec la nature globalement considérés mieux construit, mieux structuré, plus en avance sur nous. On peut penser aux Italiens avec ce qu'ils font dans les Abruzzes, on peut penser aux Allemands avec ce qu'ils font dans leurs grandes réserves naturelles. Et nous, la question que nous posons en disant que la forêt est la solution, c'est qu'il faut aujourd'hui expérimenter de nouvelles voies qui laissent de plus grands espaces à des forêts pour se développer très long terme. Notre projet porte sur 70 000 hectares, on le dit, pour une forêt vieillissante, sur 700 ans. Nous affichons dès le départ, l'idée, c'est un projet qui doit se dérouler sur 700 ans. Et donc, quand on se pose cette question, on se dit, mais comment ça peut marcher chez nous,
et où est-ce que ça peut marcher. Et à ce moment-là, on se pose des vraies questions qui sont de dire, on va pas faire un espèce de truc sous cloche fermé avec des barrières autour. On va faire quelque chose qui travaille la question du territoire, c'est-à-dire autour d'un grand espace comme celui-là en libre évolution. Comment on en profite pour repenser les pratiques sylvicoles? Comment on en profite pour repenser les pratiques agricoles? Monsieur Imbert faisait allusion à l'agroforesterie, on peut penser à l'arboriculture, comment on crée des labels, comment on repense les politiques touristiques, parce que nous voudrions que ce lieu soit un lieu de recherche scientifique et de pratiques touristiques. Comment on repense les politiques, les compensations aux collectivités locales qui, on vient de le dire, sont des propriétaires des forêts et donc tirent un revenu de la forêt. On est obligé de poser toutes ces questions. Et toutes ces questions, de toute façon, les politiques publiques les posent. Oui, absolument. Stratégie nationale des aires protégées, stratégie européenne de la biodiversité, politique européenne des forêts, 10% d'aires en protection forte, trame bleue, trame verte dans les régions. Il y a des politiques publiques qui se fixent des objectifs. Alors, de deux choses l'une. Où ces politiques publiques, elles s'appliquent, et les questions que nous posons à travers notre projet, il va falloir les examiner, et c'est pour ça qu'on propose d'ailleurs de faire de notre projet un programme de recherche-action, où les politiques publiques ne s'appliquent pas, mais là, on rejoint les avis du Conseil d'État, les rappels de l'Europe, et les rappels globaux du GIEC, dans le dernier rapport qu'il a fait, en disant les politiques publiques ne s'appliquent pas, elles s'appliquent très mal, et donc il faut changer de braquet. Et il faut changer de braquet, y compris sur le plan conceptuel. Il faut repenser globalement la manière dont on peut, sur cette planète et dans nos pays développés, découvrir les voies d'une nouvelle prospérité à côté d'une nature qui a toute sa place, qui joue tout son rôle et dont nous sommes nous-mêmes, en tant qu'êtres vivants, partie prenante. Oui, on absolument. est dedans. Il ne faut pas qu'on l'oublie. On en reparlera dans quelques instants. On fait une petite pause et on verra comment effectivement sauvegarder, comment la forêt, cœur de la sauvegarde de l'environnement. On va parler de la biodiversité. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300 si vous avez des questions. Est-ce que vous pensez que cette forêt est indispensable? Et ben on vous attend au standard et on est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Les vraies voix responsables avec Philippe Dervine, on est ensemble jusqu'à 20h avec nos invités. On parle de la forêt en tout cas et de l'implication forcément des changements climatiques, de la biodiversité, ce qu'il faut faire, quelles sont les solutions que certains veulent apporter. Eric Fabre est avec nous, secrétaire général et fondateur de l'association Francis Allais pour les forêts primaires. Et puis Nicolas Imbert est avec nous, président de Green Cross France, auteur de ce livre Plaidoyer pour un monde plus durable, publié chez David Ranarc Éditions. Et on en parle, bien entendu. On revenait en se disant, est-ce que finalement, on voulait voir ça avec vous, Nicolas Imbert, et que finalement, on parle énormément de ces incendies qui ont été extrêmement meurtriers pour la forêt française. Quel est l'impact aujourd'hui? Parce qu'on parlait de je ne sais pas combien de millions de mètres cubes de bois aujourd'hui totalement brûlés. L'impact, c'est quoi? Est-ce qu'on arrive à le mesurer aujourd'hui? J'imagine que oui. Mais l'impact est extrêmement important et tout à l'heure vous citiez le chiffre effectivement de 62 000 hectares plus ou moins qui sont partis en fumée. 61 921 exactement. Effectivement, mais c'est un chiffre sur lequel la précision finalement importe peu. Ce qui importe, c'est l'ordre de magnitude et c'est comment on fait pour régénérer sur l'étape d'après. Parce que paradoxalement, et contrairement à ce que l'on pense, quand on est en Méditerranée, le béton nu n'est pas du tout le meilleur rempart contre le feu. Et une forêt méditerranéenne vivante, bien gérée, va déjà limiter les conditions d'apparition du feu parce qu'on n'aura pas d'îlots de chaleur, on aura moins de problèmes en fait de mauvaise gestion, mais va permettre aussi de travailler à avoir une vitalité, une forêt vivante et une forêt qui se régénère. Même chose pour la forêt alpine qui a là aussi des vertus écologiques et qu'on peut réinventer d'une manière diversifiée en ne reproduisant pas les erreurs de la monoplantation. Et il y avait deux forêts qui étaient particulièrement utiles. La forêt côtière, et j'ai une pensée très très émue pour les Landes, qui a un rôle écosystémique incroyable par rapport à la biodiversité, aux oiseaux, à la rétention de l'eau, mais aussi à la lutte contre l'érosion. Et une forêt de proximité qu'on oublie trop souvent et qu'on a profondément détruit au XXe
XXIe siècle et qu'on oublie même de voir, c'est en fait le bocage. Est-ce que vous vous souvenez de ces haies, de ces clairières, Normandie, de tous ces paysages rupestres de la Normandie, de la Bretagne, du Massif central, de la vallée du Rhône, qu'au nom d'une certaine vision de l'industrialisation de l'agriculture, on a fait tomber, et qui sont de formidables creusets de biodiversité, de formidables aussi remparts contre la sécheresse, contre les effets du dérèglement climatique, et c'est souvent par ces forêts de proximité que petit, on a appris à connaître la nature et à aimer les arbres. Éric Fabre, on a vu des incendies de forêt terrifiants l'été dernier, on pense notamment dans la forêt landaise, en particulier dans le sud Gironde, ou dans le Vaucluse par exemple, là c'était la forêt méditerranéenne et pas la forêt landaise. Et est-ce que ça a eu des grosses conséquences? On a parlé de ces 61 921 hectares détruits, est-ce que ça a eu des conséquences? Parce que dans les arbres, il y a des oiseaux qui y vivent, il y a des insectes qui y vivent, il y a des champignons. Est-ce qu'il y a eu des disparitions d'espèces? Expliquez-nous. Des disparitions d'espèces et de représentants d'espèces, bien évidemment, il y en a eu. Vous avancez le chiffre effectivement de l'ordre de 62 000 hectares. La forêt française, c'est 17 millions d'hectares. Donc effectivement, c'est une partie de la forêt française qui a brûlé, qui a été très fortement médiatisée, et tant mieux. Et pour une grande part, ces incendies ont eu lieu en Méditerranée, dans les forêts méditerranéennes qui sont exposées aux chaleurs, etc. Mais je reviens sur le fait qu'une forêt, c'est pas un écosystème qui, en soi, brûle, et brûle spontanément. Ce qu'on appelle la forêt landaise, qui est en fait une forêt artificielle, c'est une plantation, c'est une bombe. C'est une bombe. Il suffit d'une allumette pour qu'effectivement ça brûle. La monoplantation, l'absence de feuillus, l'absence de couverts forestiers, l'absence donc d'humidité crée les conditions pour que ça brûle. Une forêt, ça brûle s'il y a de l'orage. La forêt amazonienne, en soi, elle brûle pas, sauf si on commence à faire de la culture sur brûlis. Et s'il y a une intervention humaine qui, effectivement, conditionne l'incendie. C'est vrai que le feu fait aussi partie des cycles naturels et que ça intervient dans la forêt. Et la forêt se régénère, elle repousse, ça existe. Mais je crois que les incendies qui nous sont connus aujourd'hui participent, au-delà de la formulation du changement climatique, c'est de ce qui a provoqué aujourd'hui le changement climatique, c'est-à-dire l'anthropocène, pour ne pas parler du capitalocène. C'est-à-dire qu'en fait, il faut protéger la forêt des modes d'intervention humaine dont elle est quelque part la victime. Ça veut dire que la réflexion sur qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, pourtant pas avoir des solutions miraculeuses, et notre projet ne se présente absolument pas comme l'alpha et l'oméga de la solution. Il est simplement une méthode des cas, une expérimentation possible sur des grands enjeux d'aujourd'hui. Les grands enjeux, ils commencent par développer la recherche scientifique sur la forêt. On sait peu de choses sur les forêts. Les plus grands savants, j'ai le plaisir et l'honneur de côtoyer un des plus grands spécialistes mondiaux de l'arbre et de la forêt, il s'appelle Francis Allais, et il dit, et ses collègues le disent, on sait peu de choses sur l'écosystème forestier. Ça, la recherche se développe, il y a de la production de résultats, mais on sait peu de choses. Un des grands enjeux, par exemple, aujourd'hui, de la recherche, c'est la résilience. C'est quoi la résilience? Aujourd'hui, on sait maintenant que les arbres sont plurigénomiques. Il y a plusieurs génomes. Il y a des centaines, peut-être voire des milliers de génomes dans un arbre, contrairement à nous qui n'avons qu'un seul génome. Si on nous coupe en deux, vous vous en remettrez pas. C'est une des capacités de réponse de l'arbre au changement climatique par lui-même, au lieu de penser à amener d'abord des espèces pathogènes, éventuellement pathogènes, venues d'ailleurs, sous prétexte que la chaleur montant, faut remettre les oliviers au pôle Nord, ce qui est a priori une aberration. D'ailleurs, il y a déjà des résultats qui sont là. D'abord de la recherche scientifique, ensuite des méthodes de gestion beaucoup plus respectueuses de la forêt en elle-même. Il y a des choses qui existent, de la sylviculture différenciée, il y a des méthodes qui existent. Et on a besoin de ça en France. On a besoin de reproduire du bois, je dirais pas intelligemment, mais enfin de manière efficace. Oui. On a quand même une filière bois qui est le deuxième déficit de la balance commerciale. Donc on a à réinventer, à remettre en place des processus d'approche de la forêt qui soient beaucoup plus respectueux. Il faut savoir quand même que les forêts remarquables, que les écosystèmes forestiers remarquables sont simplement pour 18% d'entre eux dans des conditions favorables aujourd'hui. Même les parties protégées de la forêt. Et pourtant, il n'y a que 1,8% de la surface forestière française qui est sous protection.
C'est pour vous dire les chemins, le chemin qu'il y a encore. Il est encore long et des méthodes de gestion, de la recherche, et je suis d'accord, l'association des populations et tout un travail de comment dirais-je, d'acculturation autour de la forêt, des besoins qu'on en a. La forêt, j'en profite d'ailleurs pour le dire, c'est pas un poumon, c'est le contraire. Le poumon, il absorbe de l'oxygène, il rejette du CO2. Une forêt, c'est pas un poumon vert. Une forêt, ça absorbe le CO2 et ça rejette l'oxygène, et c'est pour ça qu'on est toujours vivant. C'est ça. Nicolas Imbert, deux questions. Une très courte pour qu'on comprenne bien. Vous venez de le dire, l'arbre absorbe environ, on le sait, 25 kilos de CO2 par an. À quel âge est-ce que même un petit arbre absorbe, ou il faut attendre un certain nombre d'années? Parce que ça aussi, c'est important de savoir dans le processus de la forêt. C'est tout à fait. Et au final, de le savoir arbre par arbre, c'est pas si intéressant que ça, parce que un bon gestionnaire agroforestier qui applique des principes d'agroforesterie va diversifier sa structure et va par exemple travailler sur des arbres qui vont croître très vite, mais apporter de l'ombre, qui vont permettre d'avoir des cultures qui elles-mêmes vont rejeter de l'oxygène et d'avoir une grande diversité. Donc vu à l'échelle de la forêt, les temps de régénération est que ce qu'on va planter à un instant T va commencer à avoir des résultats visibles sous 3 à 10 ans. Il va être en pleine période de régénération de 10 à 40 ans dès lors qu'on est suffisamment diversifié. C'est pour ça que l'investissement forestier est l'investissement d'une vie ou d'une carrière sur une ligne de temps qui est de l'ordre de la 50aine d'années de bout en bout. Mais il faut le faire tout de suite. Et ma deuxième question, c'est que j'ai l'impression, à vous écouter, que un petit peu partout en France, enfin, je ne vais pas généraliser, on a fait un petit peu n'importe quoi. J'ai l'impression qu'on a planté des arbres sans réflexion, hein, d'après ce que je vous entends dire, en disant, normalement, si je comprends bien ce que vous dites, qu'une forêt bien réfléchie, bien pensée, ne doit pas subir aujourd'hui ce qu'elle subit. Alors, on a vraisemblablement mis les œillères et fait, dans certains endroits, et en particulier Hollande, une moto-industrie forestière qui est ce qu'il ne faut pas faire, mais maintenant on le sait, on a appris et on peut passer à autre chose. Et l'autre chose et le futur, comme dans beaucoup de disciplines, il s'exprime en 4D. Décarboné, déconcentré, diversifié, démocratique. Pour arriver à faire ceci, la solution qu'on va adopter en Normandie n'est pas la même solution que celle qu'on va appliquer dans le Var. Donc il y a des types d'agroforesterie qui peuvent se reconstruire. Et j'aurais envie de passer 2 minutes pour rebondir sur quelque chose, parce qu'on est à l'approche de l'été et il y a énormément de gestes simples qui permettent de préserver la forêt. Eh ben, on va en parler dans un instant. On fait une petite pause parce que je sais, on est désolé, hein, c'est la pub. Vous êtes tous les deux passionnants. On revient dans quelques instants. C'est les Vraies Voix Responsables. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Et les Vraies Voix Responsables, et on parle des forêts, changement de modèle nécessaire. Et on sent bien que chez nos experts ce soir, Eric Fabre, secrétaire général et fondateur de l'association Francis Allais pour la forêt primaire, et puis Nicolas Imbert, président de Green Cross France et auteur de ce livre Plaidoyer pour un monde plus durable. On sent bien qu'il y a des solutions qui doivent arriver impérativement, et vous en apportez des solutions. Et la réponse avec Nicolas Imbert, est-ce qu'aujourd'hui il est encore temps, parce que c'est toujours la question de se poser, est-ce qu'il est encore temps, est-ce qu'il nous reste encore un petit peu de temps pour éviter le pire? Alors je suis exprès catastrophiste, mais est-ce qu'on a encore le temps? Mais, plus que jamais, et il y a une vraie prise de conscience, et il y a un vrai aussi amour pour considérer qu'il faut changer notre rapport aux arbres. On a vu apparaître pas mal de structures assez enthousiastes et de projets de proximité pour arriver à reconstituer de la forêt à côté de chez soi. Et il y a une histoire... Et même en ville ? Surtout en ville. Surtout en ville. Surtout en ville. Je me souviens de l'idée de la forêt qui se mange à Dunkerque, et il y a eu plein d'exemples ensuite où on voit une friche qui ne sert à rien. On retravaille sur un couvert forestier et on retravaille pour être capable de planter et de faire du maraîchage sous ce couvert forestier et d'avoir une vraie forêt qui respire avec une agroforesterie diversifiée où tout se met en place progressivement. Et cette forêt-là, elle appartient à tout le monde. C'est un lieu de vie, c'est un lieu d'inspiration.
d'interaction, mais c'est aussi un formidable lieu de biodiversité et on peut faire de la pédagogie à partir de ça. Éric Fabre, on dit que la forêt française devrait être multifonctionnelle. Qu'est-ce que la forêt multifonctionnelle ? La multifonctionnalité, je vais y revenir, c'est un critère, c'est un mode de fonctionnement qui est très particulier à la France et qui est notamment au cœur des politiques menées par l'Office national des forêts. Je veux juste rebondir sur une question de temps. Est-ce qu'il est encore temps de sauver les forêts ? Je répondrai, mais le temps de qui ? Si c'est notre temps à nous, humains, il faut qu'on se dépêche de prendre quelques décisions stratégiques. Si c'est le temps des forêts, les forêts, elles feront face au changement climatique, celui-là, un de plus. N'oublions jamais que nous vivons dans du temps très court aujourd'hui. Nous vivons à la seconde, nous vivons un temps totalement déraisonnable et nous avons perdu conscience de ce que c'est vraiment le temps, y compris le temps long. Nous, notre projet, c'est comme un peu une cathédrale. Nous la commençons maintenant, ceux qui l'achèveront, nous ne le verrons pas, ça sera sur plusieurs siècles. Il y a une époque où on était capable de penser à plusieurs siècles. Nous ne le sommes plus. Je ferme la parenthèse pour revenir à votre question. Excusez-moi, je l'ai perdu en route. La question, c'est qu'est-ce qu'une forêt multifonctionnelle ? Ah oui, alors la multifonctionnalité. Pour le faire très court, aujourd'hui, la multifonctionnalité est pensée comme à la fois la capacité de la forêt de produire de la biodiversité, de produire des réponses à des besoins sociétaux, comme aller se balader en forêt, développer la culture forestière, et en même temps, avoir une capacité à produire du bois comme ressource nécessaire pour le développement économique. C'est l'agrégat de ces fonctions qui s'appelle la multifonctionnalité. Il faut répondre. Donc, quand vous avez la création d'une forêt ou le développement d'une forêt, dans un plan ONF, vous devez avoir vos 4 quartiers, développement de la production, accueil des populations, enjeux de biodiversité, etc. Ce que nous disons aujourd'hui, on brandit beaucoup cette histoire de multifonctionnalité. Mais ok, mais notre projet, on peut le considérer comme multifonctionnel à partir du moment où on dit développer des grands espaces forestiers en libre évolution ne peut absolument pas se faire chez nous sans penser ce qui se passe autour, c'est-à-dire obligatoirement sans penser les activités humaines, comment on peut se développer à côté, comment on peut construire de nouvelles pratiques forestières, cohabitation. etc. C'est une articulation. Je crois qu'il faut travailler modestement, humblement, mais de manière efficace, à bien savoir ce qu'on attend de l'arbre. Quels sont nos besoins ? Est-ce qu'on peut les satisfaire avec les besoins fondamentaux qu'on a, encore plus fondamentaux, parce que, alors là, pour l'espèce humaine, ils sont vitaux, d'une nature qui développe ses potentialités parce que nous en dépendons. C'est-à-dire plus d'arbres, il n'y a plus d'oxygène. Oui, ce serait catastrophique. Des océans malades, il n'y a plus d'oxygène. Des algues, il n'y a plus d'oxygène. À partir du moment où il n'y a plus d'oxygène, on ne va pas être très très bien. Oui. Donc, à partir de ce besoin-là, tout le monde sera amené à faire des efforts, à faire de la sobriété. Bien sûr qu'on a besoin de bois. Par exemple, dans le bâtiment, c'est un matériau qui stocke du carbone, qui a des vertus, et probablement plus de vertus que le béton, y compris sans doute que le béton vert. Mais ce sont des discussions. Il va falloir réfléchir effectivement aux constructions. Mais on ne pourra pas tout faire. Et on ne pourra pas avoir les besoins, satisfaire des besoins absolument colossaux qui sont exprimés actuellement. Nicolas Imbert, si vous voulez réagir, il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'ai une super histoire pour faire rendre très tangible la multifonctionnalité. Elle se passe à Marais, on est en Nouvelle-Calédonie, et vous savez qu'au nom du Santal, on a commis énormément de déforestation et on a rendu aride énormément de territoires. C'est principalement le principe opposé qui a été choisi à Marais, avec une production de Santal pour la parfumerie, qui se fait avec un taux de replantation de 10 pour 1. C'est-à-dire que pour chaque plant qui est abattu, pour chaque branche qui est abattue, on s'assure de replanter 10 fois ce qui a été abattu, avec une forêt primaire qui est gérée de manière coutumière par le village d'à côté, mais aussi une pépinière sur laquelle on est capable de produire sous le couvert forestier diversifié de la vanille, tous les plants du champ du quotidien dont on a besoin. Donc ça peut être du taro, ça peut être de l'igname, ça peut être de la patate douce qu'on connaît un petit peu, de l'ananas, des tomates, des concombres, des choses extrêmement diversifiées, et donc ça permet
de fournir à manger. Ça permet d'avoir une forêt vivante et une interconnexion entre la forêt gérée et la forêt primaire. Ça assure la réussite et le développement économique. Et je l'ai dit, on replante à 10 pour 1. Donc on est en train d'être sur un modèle régénératif. Et ça, on peut s'en inspirer. Je pense qu'on est capable de le faire juste à côté de Marseille, qu'on est capable de le faire dans les Landes, qu'on est capable de le faire en 2e ou en 3e couronne parisienne, et de pouvoir voir des projets comme ça vivre, comme ça a été très très bien dit. On est sur le temps long, donc on commence et on initie un mouvement pour les générations d'après, mais ça donne la soif d'entreprendre, ça donne du tonus et ça donne de l'énergie pour aller encore un cran plus loin. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. C'était passionnant. On aurait pu vous écouter pendant des heures. Malheureusement, le timing. Merci beaucoup, Éric Fabre, de nous avoir accordé du temps, secrétaire général et fondateur de l'association Francis Allais. Et je vous conseille d'aller sur le site et de regarder leur projet de création d'une grande forêt primaire en Europe de l'Ouest. Et vous allez voir, c'est très intéressant et surtout, c'est très concernant. Et merci beaucoup, Nicolas Imbach, président de Green Cross France, auteur de ce livre Plaidoyer pour un monde plus durable, publié chez David Reinhardt Éditions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur nos forêts françaises. Dans un instant, Yvan Cuju sera avec nous. Ah oui, avec deux noms légendaires de la chanson française, Yves Duteil, Émilie Bécaud, et il y aura également Jules Grison, donc un grand loft comme d'habitude. Nous, on se revoit que lundi. On se revoit lundi. Oui. Effectivement, demain, c'est Frédéric Brindel qui sera avec nous. Et vendredi aussi. Je vais vous manquer. Peut-être. Passez une bonne soirée. Merci Baptiste. Merci Aurore. Merci beaucoup Justine. Oui, pardon. Bastien, pas Baptiste. Bastien. Et merci beaucoup Aude. Et merci Justine du travail effectué. Merci aux équipes de Sud Radio. Je vous souhaite une bonne soirée. Salut, à demain. Tout de suite, conseil de famille.